Bonjour, bienvenue sur ce webinaire du manuel de sciences et technologies 6e. On va commencer d'ici quelques minutes le temps d'installer notre belle équipe du jour qui est bien nombreuse, vous allez le voir, puisque pour réaliser un tel ouvrage, il nous faut une sacrée équipe et vous allez le voir tout de suite. Donc, je vais prendre quelques minutes pour installer tout le monde. Merci à tous présents avec nous aujourd'hui pour venir découvrir ce nouveau manuel de sciences et technologies 6e. Merci à toute l'équipe du manuel d'être présente avec nous. Voilà, en tout cas, je ne vais pas prendre plus de temps et je vais vous laisser à tous la parole. Peut-être juste prendre 5 minutes pour commencer pour présenter tout le monde. Je ne sais pas si Stéphane, je te laisse commencer. Oui, merci Violaine, et merci à vous toutes et à vous toutes d'être présents avec nous cette fin d'après-midi. Alors, pour vous présenter le nouveau manuel Sciences et Technologies 6e, nous avons réuni une belle brochette avec Guillaume Sibu, qui a dirigé la partie physique-chimie de l'ouvrage, Caroline Prévost et Samuel Robulard, qui ont co-dirigé la partie SVT, ainsi que Laurent Humbert, qui est un des auteurs de la partie technologie. Pour ce qui est de l'édition, elle sera représentée par Ager Souvasgraya et par moi-même. Alors, la première question à laquelle on va tenter de répondre, c'est pourquoi avons-nous ressenti le besoin de proposer un nouveau manuel de sciences et technologies 6e ? Il y a la réponse tient en 2 points principaux. D'abord parce que les programmes ont été modifiés, ont été toilettés en juillet 2020. Et ensuite, parce que les premiers programmes ont été publiés en 2016 et que du coup, après 5 années de mise en pratique, on ressentait le besoin de faire une nouvelle proposition. Alors, je vais laisser successivement Laurent, Caroline, puis Guillaume vous en dire davantage sur les motivations de cette nouvelle édition. C'est vrai qu'au niveau des sciences et technologies, du point de vue technologique, ça doit permettre aux élèves d'aborder la découverte du monde technique. Donc, on doit les initier à la conduite d'un projet technique, bien évidemment répondant à un besoin. Et c'est vrai que sur les anciens programmes, on pouvait plus ou moins mettre de côté tout ce qui est changement climatique, biodiversité et développement durable. Donc, un des enjeux majeurs de la réécriture des programmes, c'est de mettre en évidence dans des activités transversales, puisqu'on est dans les sciences et technologies, toute une réflexion autour de l'éducation au développement durable. Donc, les ajouts qui ont été proposés par le Conseil supérieur des programmes, comme par exemple la réduction de la consommation d'énergie, l'utilisation de matériaux recyclables, de matériaux biosourcés aussi, ou même de plus en plus l'impact sur l'usage des outils numériques, ça va permettre de confronter nos élèves à ces enjeux sociétaux. Finalement, ça doit éclairer un peu leur réflexion, leur choix, tout en développant leur esprit critique. Au niveau technologique, les termes d'éco-conception, de cycle de vie d'un objet, c'est des termes qui doivent devenir des contraintes et qu'ils vont devoir prendre en compte aussi bien dans leurs achats que dans leur démarche d'expérimentation. Merci Laurent. Caroline, tu veux prendre la suite ? Oui, alors concernant les parties 2 et 4 qui sont un petit peu plus colorées SVT, je reprendrai sur la partie 2 la thématique centrale de l'évolution du vivant qui était existante dès 2016. C'est toujours le cœur de la partie 2. Néanmoins, on voit apparaître des nouveautés. La classification phylogénétique travaillée, elle s'enrichit en 2020 avec la classification écologique. On comprend alors que la relation avec le milieu, elle est plus importante, elle prend toute son importance. On voit également dans les contenus se développer la biodiversité. Elle existait déjà, mais elle est vraiment remise en avant dans les chapeaux du programme. La biodiversité actuelle est passée. Elle sort renforcée donc de ce BO 2020. Et par là même, l'évolution biologique est définie maintenant à l'échelle de la population
et non plus tout à fait à l'échelle des espèces, la notion d'espèce étant un petit peu plus ancienne et plutôt toute relative aujourd'hui. On voit également l'évolution dans l'étude des peuplements et ça s'inscrit aussi dans le temps long, c'est-à-dire le temps géologique. Et tout ça, là par exemple, j'en suis au chapitre 7 et 8 et ensuite ça se poursuit. On a toujours cette idée d'évolution qui revient renforcer et de diversité, la diversité du vivant qui s'appréhende également au niveau du développement, des fonctions de nutrition qui sont travaillées dans les chapitres 9 et 10 par exemple. On a également dans ce programme 2020 quelque chose qui était déjà présent dans les programmes 2016, mais que beaucoup d'enseignants n'avaient pas nécessairement perçu. C'est ce concept transversal de développement durable qui était vraiment dans le chapeau du programme. L'humain, la production d'aliments, la place des micro-organismes dans le cadre de ce nouveau manuel, dans les chapitres 11 et 14, de 11 à 14, pardon, elle permet vraiment de travailler ce concept transversal de manière renforcée par rapport à ce que c'était fait avant. Pour terminer sur cette partie plutôt didactique, on va dire contenu disciplinaire, la partie 4 qui correspond à la planète Terre, les êtres vivants, c'est une première approche de ce que l'on appelle, nous, les enjeux planétaires et contemporains. C'est savoir identifier ces enjeux liés à l'environnement qui seront remobilisés ensuite au cycle 4, qui seront ensuite remobilisés au lycée, à la fois en interdisciplinarité sur l'enseignement scientifique, mais également en SVT. Et on a derrière également tout ce qui est risque, qui existait également avant, mais qui était souvent plutôt étudié sous l'angle des mécanismes fins du volcanisme, des séismes, alors que véritablement, c'est la dimension risque qu'il faut mettre en avant. Et ce nouveau programme, et je pense le nouveau manuel également, a mis l'accent sur ces points-là. Alors pour terminer, sur le plan pédagogique, on a toujours souhaité des démarches diversifiées. Et donc, je pense que là, le manuel vous donne un panel de démarches. Si on profite aussi dans ce manuel de compétences comme la pratique des démarches scientifiques, qui est quelque chose que vous connaissez bien, il est également question à de nombreux endroits de développer des compétences plus transversales. Et je citerai notamment s'approprier des outils, comme les outils mathématiques, où on travaille au moins sur le chapitre 7, sur la maîtrise de la notion d'échelle, calculer les tailles réelles des êtres vivants. Donc, on fait appel aux outils mathématiques. Donc, voilà, c'était un petit peu ma présentation à la fois didactique et pédagogique des choix qui ont été faits sur ces parties. Merci beaucoup, Caroline. Guillaume, je vous laisse la parole. Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Pour construire ce manuel, nous sommes aussi partis d'un constat. Aujourd'hui, on demande aux enseignants de sciences et technologies de contextualiser les apprentissages pour leur donner du sens et de construire chez les élèves des compétences liées à la pratique d'une démarche scientifique et technologique. On peut retrouver ces préconisations pédagogiques dans les programmes de sciences de cycle 3. Il est demandé de partir du concret et des représentations des élèves. En sciences, les élèves découvrent de nouveaux modes de raisonnement pour répondre à des questions. Accompagnés par leurs professeurs, ils émettent des hypothèses et comprennent qu'ils peuvent les mettre à l'épreuve. Ou encore, les élèves acquièrent les bases de langage scientifique et technologique qui leur permettent d'exprimer une hypothèse, de formuler une problématique, de répondre à une question ou à un besoin et d'exploiter des informations ou des résultats. Et jusqu'à présent, nous n'avions pas vraiment trouvé dans les manuels des situations à questionner. Souvent, la problématique est directement énoncée et généralement sans formulation d'hypothèse. Plusieurs conséquences à cela, et en particulier en physique-chimie, une utilisation du manuel en classe qui était difficile, peu de construction de compétences liées à la pratique d'une démarche scientifique chez les élèves, et une charge de travail très importante pour l'enseignant qui voulait s'engager dans ce type de démarche pourtant préconisée par les programmes. Alors, comment, dans le cadre des contraintes d'un manuel, mieux développer chez les élèves des compétences liées à la pratique d'une démarche scientifique en favorisant le questionnement et l'activité intellectuelle? Eh bien, c'est ce questionnement qui a guidé notre réflexion pour concevoir ce nouveau manuel. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, je vais passer à la diapositive suivante et Ager, je vais te laisser la parole pour que tu nous présentes en bref les lignes de force qui ont émergé pour la construction de ce nouveau manuel, partant des constats que Laurent, Caroline et Guillaume viennent de nous énoncer. Oui, tout à fait. Alors, lorsque nous avons pensé ce nouveau manuel,
il était question de savoir ce qui était à garder, à renouveler, quelles innovations proposer. Alors, qu'avons-nous conservé? En particulier, un découpage en 26 chapitres qui a été très apprécié. Un découpage en 26 chapitres sans affichage de la discipline. Donc, nous avons conservé une organisation similaire, équivalente. Donc, qu'avons-nous renouvelé dans ce manuel? Nous avons profité des aménagements de programme pour renouveler la majorité des contenus. C'est pourquoi il est à noter qu'il ne s'agit pas d'une réédition du manuel de 2016, mais bel et bien d'un nouveau manuel. Nous avons profité également de ce nouvel ouvrage pour améliorer la maquette. Donc, nous avons une maquette très claire, très épurée, mais assez colorée. Et nous avons mis un soin particulier à donner une petite touche développement durable, avec notamment quelques post-it de conseils développement durable sur la vie, des éléments de la vie quotidienne en lien avec les programmes ou en lien avec les unités. Alors, où avons-nous innové? Donc, en 3 points principaux, donc la structure des doubles pages d'unités, qui sont des activités, principalement également sur ces doubles pages dites contextualisées, qui vous seront présentées dans les diapos suivantes, en ajoutant également des propositions de projets scientifiques et technologiques qui sont interdisciplinaires, qui peuvent être traités sur différentes disciplines. Donc, en ajoutant également des nouveaux outils de travail pour les élèves pour qu'ils puissent travailler en autonomie. Notamment, nous avons introduit des doubles pages objectifs socle, des pages objectifs socle qui traitent les éléments du socle. Un certain nombre d'aides qui sont disponibles en numérique, mais également des auto-évaluations et des exercices plus loin. Merci Ager. Alors, je vais redonner la parole à Guillaume pour qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet et qu'on aborde une des premières innovations phares, on va dire, la contextualisation des double pages activités, c'est-à-dire des unités. Guillaume, c'est à vous. Exactement, nous allons pouvoir étudier la structure d'une unité contextualisée, par exemple à partir de cette activité page 32. Alors, on retrouve dans le jeu découvre la présentation de la situation. Nous nous sommes attachés à ce que les situations s'appuient sur des contextes authentiques, des contextes de la vie réelle. Ici, nous avons le contexte des stations d'épuration pour questionner la séparation des constituants d'un mélange hétérogène, tout en identifiant bien sûr les limites des opérations de filtration et de décantation. Alors, dans le livre du professeur, nous proposons des pistes pour permettre à l'enseignant de questionner cette situation et de faire réfléchir les élèves. L'objectif étant que les élèves, à la fin de cette phase de questionnement, se disent « Ah oui, comment ça se fait que… Ah oui, comment on pourrait ?» Et pour que l'ensemble soit fluide dans le manuel et pour permettre à l'élève de réaliser l'ensemble de l'unité ailleurs que dans la classe, par exemple à la maison ou avec un autre enseignant dans le cadre du dispositif Devoir fait, par exemple, nous avons dans le « Je me questionne » qui est juste en dessous, explicité la problématique qui sera traitée dans l'unité en la mettant en relation avec le questionnement qui pourrait avoir eu lieu en fait dans la classe avec les élèves autour de cette situation. Alors on sait souvent, les élèves ont plein d'idées et ils formulent des hypothèses régulièrement et même avant souvent d'avoir complètement explicité la problématique et sans même savoir qu'ils sont en train de formuler des hypothèses. Nous avons donc souvent caché en fait dans les ressources numériques et bien sûr dans le livre de l'enseignant la proposition d'hypothèse qui sera ensuite mise à l'épreuve par l'activité expérimentale ou par l'activité documentaire. On la retrouvera donc dans le jeu Formule une hypothèse à travers le mini-lien en numérique, ce qui laisse toute latitude à l'enseignant pour formuler l'hypothèse de la classe tout en permettant à l'élève, s'il effectue ce travail en dehors de la classe, d'accéder à l'hypothèse testée. D'autres fois, dans d'autres unités,
il nous a semblé important de laisser cette hypothèse pour comprendre la démarche globale. Et puis, bien sûr, ensuite, on retrouve la résolution du problème à travers le Je réponds. On y trouve une activité expérimentale dès que possible en physique-chimie ou l'activité documentaire qui permet de construire les apprentissages visés en répondant aux questions du ta mission. Enfin, notons que dans une logique de différenciation et pour permettre à l'enseignant de s'adapter au rythme des élèves ou de sa classe, nous avons formulé souvent une tâche supplémentaire appelée « Va plus loin », qu'on voit ici et qui est présent dès la version papier du manuel. Contextualiser et problématiser chacune des unités de physique-chimie, ça n'a pas été simple, hein, d'une part, car le programme de cycle 3 pourrait conduire à la leçon de choses, ce que nous avons absolument voulu éviter, et puis parce que le monde qui nous entoure est complexe et qu'il a fallu trouver des situations authentiques qu'on puisse questionner pour aboutir à une problématique à laquelle on puisse répondre avec les seules notions du cycle 3. Nous sommes plutôt fiers du travail accompli. Alors, si le contexte qu'on a vu des stations d'épuration est finalement assez classique, nous avons des choses plus originales. Je pense au questionnement autour des véhicules électriques pour étudier les ressources en énergie utilisées par les êtres humains, ou encore au questionnement sur les différences de température à la surface des planètes. C'est la diapositive que vous voyez en ce moment, pour étudier en fait la structure du système solaire et situer la Terre dans ce système. Alors, arrêtons-nous un instant sur cette unité. En fait, on fait questionner l'élève autour de la différence de température à la surface de chaque planète. Et on remarquera ici que l'hypothèse qui est souvent formulée par les élèves, hein, à savoir, on pense que plus une planète est proche du Soleil, plus la température à sa surface est élevée, sera invalidée et qu'il faudra continuer à se questionner. C'est ce qui est proposé dans l'exercice interactif là, qui est proposé et disponible avec cette unité via les ressources numériques. Je terminerai en disant que cette structure, c'est une structure qui se prête bien, en tout cas pour celles et ceux qui le souhaitent, qui se prête bien aussi à de la classe inversée. Par exemple, en donnant à la maison les questions présentes dans le livre de l'enseignant et qui permettent de s'approprier la situation, puis en proposant aux élèves, par exemple, d'approfondir le sujet par une recherche supplémentaire ou par la proposition d'un dispositif expérimental qui permettrait de résoudre le problème. On peut faire préparer la séance à la maison. Le temps de classe servirait alors à la résolution du problème et aussi à remobiliser les apprentissages construits via les ressources numériques ou via les tâches proposées dans le cadre des exercices objectifs socles, dont nous reparlerons un petit peu plus tard, ou les exercices de remobilisation de connaissances, d'application du cours ou de réflexion qui sont bien sûr présents dans le manuel. Merci Guillaume. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Samuel qui va nous présenter un autre exemple d'unité contextualisée, donc dans un chapitre qui est plutôt teinté SVT et qui va montrer la mise en œuvre d'un autre type de démarche scientifique qui est celle de l'enquête, c'est-à-dire de la mise en situation des élèves en situation de recherche, pardon, pour résoudre une question scientifique. Samuel, je te laisse la parole. En fait, cette unité illustre le traitement d'une notion qui a nouvellement été introduite par le programme, la classification écologique. Cette double page, effectivement, utilise le même format que celle qui vient d'être décrite par Guillaume, avec en page de gauche un cadre « Je découvre » qui présente une situation, en l'occurrence un écoquartier, et puis en bas de page un questionnement. C'est un format de type enquête, hein, c'est-à-dire que la situation ici joue le rôle d'accroche et de déclencheur pour provoquer le questionnement. On a dans cette unité pas nécessité, comme dans d'autres unités d'ailleurs, d'avoir des hypothèses qui vont être formulées par les élèves, c'est-à-dire que le questionnement lui-même va pouvoir émerger directement de l'analyse de la situation et pouvoir être traité à travers les documents fournis en page de droite. Donc, dans le questionnement, il y a deux parties. La première phrase est la question que nous proposons et il arrive parfois que notamment dans le livre du prof, l'enseignant pourra trouver des questions alternatives. Et en dessous, on a
un ensemble de précisions qui vont permettre de généraliser les exemples, puisque c'est toujours un souci, notamment en SVT, hein, de faire le lien entre un exemple particulier et puis sa généralisation pour illustrer la notion plus généralement. Donc les exemples que l'on choisit, et ici c'est le cas par exemple, vont comme le présentait Guillaume, à la fois concerner, enfin, être le plus souvent possible ancré dans le quotidien des élèves, dans des sujets d'actualité, dans des événements du quotidien, notamment quand on va parler des questions alimentaires, par exemple, ou de la conservation des aliments. Quand on va choisir les espèces, on va choisir des espèces qui sont communes dans l'environnement des élèves. On ne va pas aller chercher des espèces exotiques ou rares. On va s'ancrer dans des questions sociétales ou comme c'est le cas ici avec les écoquartiers. Donc l'idée, c'est vraiment que les élèves puissent questionner des situations de leur environnement proche, environnement au sens large, hein, j'inclus l'environnement domestique à l'intérieur, et de pouvoir y trouver des réponses. Dans les documents qu'on va proposer, là en l'occurrence le document 5 par exemple, on a été chercher il y a un gros travail bibliographique comme chaque fois dans nos manuels, pour aller chercher des données scientifiques qu'il a fallu didactiser sans trahir ni les données d'origine, ni ce qu'elles signifiaient. Et ça permet à la fois de renouveler les exemples et d'avoir des exemples originaux qui n'existaient pas précédemment dans les manuels scolaires, et donc d'avoir une approche, on va dire, qui va être renouvelée et qui vient compléter en fait les exemples traditionnellement utilisés par les enseignants. C'est bon pour toi, Samuel? Voilà, c'est bon pour moi. Alors, merci beaucoup. Dans un certain nombre de situations, la contextualisation des unités s'est avérée difficile à mettre en œuvre. Par exemple, parce que c'était compliqué de trouver une situation d'accroche qui soit à la fois motivante et accessible au niveau 6e. Alors, dans ce cas, nous avons proposé des unités qu'on va dire entre guillemets classiques, que je vais laisser Laurent vous présenter. Non sans vous préciser quand même que bon, là on est sur un chapitre qui est de manière assez évidente teinté technologie, mais que dans les chapitres de technologie, il y a également des unités contextualisées. Laurent, je vous laisse la parole. Oui. Donc, dans ces unités un peu plus classiques, on trouvera la situation déclenchante, la problématique dans le petit chapeau qui est sur le haut de la page. Donc, sur cette unité, et tant qu'on a pu, on a essayé de réaliser des expériences en simulation. Donc, tout ça pour garder à l'esprit la démarche d'investigation, la démarche de résolution de problèmes. Donc, on a choisi la plupart du temps des logiciels qui sont soit gratuits, soit libres de droit, comme par exemple Algodoo ou Mblock. Alors, Algodoo, c'est un logiciel que les collègues de physique connaissent certainement. Donc, dans cette unité du chapitre 18, on propose de tester, donc sur la partie de droite de la page, avec le logiciel Algodoo, le franchissement d'un obstacle par un véhicule. Donc là, on a deux solutions. Soit on propose à l'élève de créer les conditions de l'expérience, ou alors on utilise directement les fichiers qui sont fournis dans le livre numérique. Donc, il y a les fichiers fournis plus des notices pour savoir comment on les installe. Ces simulations peuvent venir aussi compléter des expériences réelles qui vont être réalisées en classe. Donc, par exemple, là, juste en dessous, on a la fabrication de maquettes didactiques qui sont imprimées avec des matériaux biosourcés, par exemple du PLA, qui est un plastique à base d'amide de maïs. Donc, tous les fichiers aussi pour réaliser ces maquettes sont fournis dans le livre numérique. Et, on n'a plus qu'à le mettre dans l'imprimante pour récupérer les fichiers d'expérience.
par rapport à ces logiciels, on a aussi ajouté des granules vidéo qui vont permettre aussi bien aux collègues qu'aux élèves de pouvoir prendre en main les logiciels d'une manière simple et on espère assez rapide. Granules vidéo qui sont disponibles donc sur le manuel numérique et effectivement qui sont associés à la plupart des logiciels que vous proposez. Merci Laurent, c'est tout pour cette diapo? Oui. Alors, je vais maintenant redonner la parole à Caroline pour que Caroline, tu nous présentes les 4 propositions de projets scientifiques et technologiques qui sont donc regroupées dans un petit cahier de 24 pages au tout début du manuel et autour desquelles les 3 équipes, physique, chimie, techno et SVT, se sont retrouvées et se sont bien amusées, je dois dire. Caroline, à toi. Oui, alors peut-être commencer par présenter ces sujets, les sujets de ces projets. Vous en avez un sur Objectif Mars, un autre sur du blé au pain, un autre à la découverte de notre environnement proche, et le 4e, vous les avez à gauche sur la diapositive, une serre pour le jardin pédagogique. Ces projets interdisciplinaires sont bâtis sous la forme d'enquêtes. Alors, enquêtes scientifiques, mais pas que, puisque à l'intérieur, vous verrez qu'elles permettent de répondre à des grands problèmes sociétaux, comme se déplacer, se nourrir, comprendre son environnement, participer à son aménagement et limiter son empreinte écologique. Et à l'intérieur de ces démarches de projet assez vastes, assez véritablement interdisciplinaires, vous trouverez des démarches technologiques, vous trouverez des démarches scientifiques et vous trouverez aussi des démarches expérimentales. C'est-à-dire que, en fait, à l'intérieur de chacun des projets, vous avez un renvoi au fur et à mesure de la recherche vers des chapitres du manuel. Donc, ces petits cahiers de projets s'articulent avec des parties du manuel à l'intérieur desquelles vous pouvez aller chercher ce dont vous avez besoin ou les élèves peuvent aller chercher ce dont ils ont besoin. Ces projets permettent de mobiliser aussi à la fois les connaissances des élèves, mais de développer donc différentes compétences, mais également l'idée de les faire travailler en groupe. C'était un peu inhérent à cette question et vous trouverez à la fin de l'ensemble des projets une proposition de restitution. Un petit peu dans le modèle, je pense qu'on s'est un petit peu inspiré des EPI, tels que les EPI étaient initialement proposés, avec on construit quelque chose et on présente ce quelque chose. Alors, ça n'est pas forcément une maquette ou un diaporama, ça peut être aussi, on va collecter des données au fil du projet et puis on va les organiser et les présenter, par exemple, à l'oral, dans le cadre d'une préparation à l'oral. Ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Donc, ces projets peuvent servir dans le cadre de pays, je l'ai dit, mais également dans des cadres d'enseignement plus intégrés, comme ça existe en France. Pourquoi c'est intéressant ? Maintenant, ces projets permettent d'apporter aux élèves une compréhension sans doute plus intégrée et cohérente des grands concepts du programme de cycle 3 que j'ai cité tout à l'heure, qui sont principalement dans le chapeau le développement durable et l'énergie, par exemple, mais pas que. Ils apportent aux enseignants, ces projets, des choix d'entrée différents, et tout en mobilisant quand même les ressources du manuel, donc sans avoir à chercher trop loin. Les choix sont laissés à l'enseignant. Ça leur permet de traiter tout ou partie du programme, qui est quand même un programme unique de cycle 3. C'est bien un programme de sciences et technologies. Et ça peut faciliter une certaine continuité aussi avec le premier degré, puisqu'on a dans l'esprit un maître, une classe. On a un certain nombre d'établissements en France où la liaison école-collège, ça n'est pas que sur le papier, ça existe aussi dans la vraie vie, dans la réalité. Donc, ça peut répondre à un certain nombre de besoins sur le terrain. Voilà, je pense que j'ai à peu près décrit ce que vous m'aviez demandé. Merci Caroline. Alors, on va rester sur les projets. Et avec la diapositive suivante, je vais redonner la parole à Laurent qui va nous présenter un échantillon d'un des projets. Donc, on est dans la serre du jardin pédagogique, si j'ose dire. Et à cette occasion, ce sera l'occasion pour nous, de vous montrer la complémentarité entre les contenus du manuel papier et les contenus du manuel numérique pour la mise en œuvre de ces projets. Laurent, je vous laisse la parole. Ouais.
Un des objectifs de ce projet, c'est de programmer le fonctionnement d'une serre pour l'automatiser. Alors, on a choisi d'aborder le problème d'une manière progressive. Dans un premier temps, on va travailler uniquement en simulation, donc avec un logiciel qui s'appelle Mblock, donc une simulation assez simple, puisque les élèves programment le système pour qu'il réagisse à 3 paramètres différents, la température, l'humidité, la luminosité. Et bien évidemment, ces objectifs peuvent être adaptés en fonction des exigences. Et on peut proposer, par exemple, qu'un seul ou 2 paramètres, la variation d'un ou 2 paramètres. Bien évidemment, tous les fichiers de simulation sont fournis. Alors aussi bien les fichiers qu'on peut donner aux élèves pour qu'ils puissent travailler sur le logiciel que les fichiers corrigés. Donc tous ces fichiers sont dans le livre numérique. Et on pourra même les utiliser dans le cadre, par exemple, d'une classe inversée sur des logiciels qui sont en ligne, puisque justement ce logiciel Mblock existe aussi en ligne, sans inscription pour les élèves, donc ça reste tout à fait utilisable avec nos élèves. Donc une fois qu'on a programmé la simulation, on va proposer aux élèves de travailler dans un deuxième temps sur ce qu'on appelle de la simulation augmentée. C'est-à-dire qu'on va non seulement piloter notre simulation, mais en plus, on va piloter alors, soit une maquette didactique, donc c'est la maquette qui est plus à droite, là, sur un socle vert, ou alors une maquette de serre. Donc, c'est deux cas différents. Dans tous les cas, les fichiers seront disponibles dans le livre numérique. Et on a choisi aussi d'ajouter 3 granules vidéo qui, là, sont plutôt à l'intention des enseignants pour les accompagner, en fait, dans le câblage, dans la création, pour éviter de se perdre un petit peu dans l'utilisation de ces maquettes. Donc là, par exemple, à la fin du projet, au niveau des étapes 4 et 5, on trouve tous les fichiers nécessaires pour la fabrication de ces maquettes, puisque c'est du matériel qui est spécifique. Donc vous allez trouver aussi bien les fichiers modeleurs, donc on va avoir la serre ou la maquette de serre, pardon, ou la maquette didactisée qui est modélisée complètement. On va trouver les fichiers pour pouvoir les fabriquer aussi bien avec la commande numérique qu'avec une imprimante 3D. Donc c'est vrai comme disait Stéphane tout à l'heure, on s'est amusé à faire ces programmes-là parce qu'on s'est dit, voilà, si nous on s'amuse, on pense que les élèves, ça va les motiver. Donc c'est des projets qui sont ambitieux, mais on a essayé de jalonner toute la démarche du projet avec des aides pour vous aider dans cette progression dans le projet, quoi. Eh bien, merci Laurent, et je confirme que ça donne envie. On va en rester là pour les projets et on va aborder maintenant toute une série de nouveautés qui sont orientées un peu dans l'objectif de faciliter le travail en autonomie des élèves. Alors, je vais commencer par donner la parole à Guillaume pour que, Guillaume, vous nous présentiez les exercices objectifs socles. Oui, effectivement, une autre innovation de ce manuel, c'est la présence de ces pages d'exercices objectifs socles. Alors, Caroline le disait tout à l'heure, on a vraiment voulu proposer des tâches très diversifiées aux élèves qui permettent de développer chez eux des compétences liées aux différents domaines du socle. L'enseignant de sciences et technologies prend ainsi sa part en fait, dans la construction des différents domaines du socle, tout en continuant bien sûr à faire des sciences et à travailler le programme. Ces tâches peuvent être réalisées en classe, mais aussi dans le cadre du dispositif Devoir fait ou encore à la maison. Alors, on peut regarder ensemble 2 de ces doubles pages, par exemple celle-ci d'abord, page 70-71. Alors, travailler le domaine 1, les langages pour penser et communiquer, c'est bien sûr construire des compétences langagières tout en construisant des compétences scientifiques. On propose de nombreuses entrées dans ce manuel pour travailler la maîtrise de la langue en production, c'est-à-dire faire produire des textes. Mais ici, avec cet exercice puzzle, on a quelque chose peut-être de plus innovant parce qu'on propose aussi de travailler la maîtrise de la langue en réception, c'est-à-dire de travailler en fait la compréhension en permettant aux élèves de réfléchir à ce qui fait la cohérence d'un texte. Il s'agit donc ici de remettre en ordre un texte qui est mis dans le désordre et la nécessité de le reconstituer va obliger l'élève à réfléchir
à ce qui fait la cohérence de ce texte et à faire un retour sur des éléments précis du texte, éléments qui vont être rendus visibles, éléments qui vont être explicités. Ce travail d'analyse va en retour mobiliser et développer chez l'élève des compétences en compréhension de l'écrit. Alors, travailler la maîtrise de langue, c'est aussi bien sûr travailler la maîtrise de l'oral. C'est ce qu'on fait, entre autres, dans l'exercice 2, dans cette même page, où les élèves sont invités à réaliser un exposé. Entre autres, car sur cette même page, on travaille aussi, à travers cet exercice, le domaine 2, les méthodes et outils pour apprendre, en proposant, par exemple, une recherche sur Internet. Et puis, sur cette double page, on permet aussi d'approfondir le travail sur le domaine 4, les systèmes naturels et les systèmes techniques, puisque là, en analysant les démarches des ingénieurs qui travaillent sur un prototype de fusée réutilisable, les élèves doivent reconnaître certaines étapes d'une investigation. Un autre exemple, peut-être, page 54-55, on va s'arrêter surtout peut-être sur l'exercice 3, pour montrer qu'on a aussi cherché à travailler les langages mathématiques et scientifiques. Alors, par exemple, alors on le voit là dans l'exercice 1 plutôt, en travaillant la lecture de graphiques ou de tableaux, mais surtout, on s'est attaché à proposer des pistes pour que l'élève mette du sens sur les outils mathématiques, comme ici dans cet exercice 3, où c'est l'utilisation du langage naturel qui va permettre de mettre du sens sur ce concept extrêmement difficile qui est la proportionnalité. Et qu'on développe avec aussi ce point méthode. Donc, je vous laisserai regarder tranquillement ce point méthode et comment on passe par ce langage naturel pour mieux comprendre la proportionnalité. Alors, je ne vais pas tout détailler. Sachez qu'évidemment, on travaille aussi beaucoup le domaine 5 par de nombreuses entrées en histoire des sciences, par exemple, mais aussi le domaine 3 avec un objectif de former à la sécurité, à l'environnement, au jugement et à l'esprit critique. Voilà, c'était quelques exemples qui sont pris dans des contextes de physique-chimie, mais bien sûr, on va retrouver le même esprit pour des contenus de SVT ou de technologie. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, Samuel, je te donne la parole pour que tu nous présentes d'autres types d'outils qu'on propose pour développer le travail en autonomie. Oui, on a pas mal travaillé effectivement sur l'idée que la réalisation des questionnements de fin d'unité, de fin de double page activité, puisse être fait en autonomie. Donc, on a dans ces questionnements sur le manuel papier un petit lien, un mini lien numérique qui permet d'accéder à une aide. Alors, ces aides, elles sont extrêmement diversifiées. Elles vont aider l'élève aussi bien dans la compréhension de documents qui sont dans la double page que dans la réalisation de la production qui est demandée ou la capacité à accéder finalement à un questionnement intermédiaire qui va les aider à réaliser par exemple une tâche complexe. Donc pour donner des exemples plus précis, quand on demande la réalisation d'un tableau dans le questionnement de fin d'unité, eh bien, on va pouvoir proposer des tableaux qui sont pré-remplis, où au moins il y a le nombre de lignes et de colonnes et les en-têtes de lignes et de colonnes et qui peuvent être remplis. Donc, on peut déclencher cette aide ou pas au choix de l'enseignant. On va avoir, quand on a, pour les quelques unités tâches complexes, où en fait le questionnement reste global sur l'ensemble des documents de la double page, eh bien, on va proposer un questionnement qu'on appelle pas à pas, c'est-à-dire où on va retrouver différentes étapes qui permettent d'arriver au même résultat que la tâche complexe, mais en guidant davantage l'élève et en l'accompagnant dans son analyse des documents de la double page. Et ces questions pas à pas, évidemment, ciblent les documents avec des questions plus précises. Et puis, on va avoir, et c'est l'exemple qui est mis en bas de cette diapositive, des QCM interactifs, c'est-à-dire que sur un document donné, là encore, on va accompagner l'élève en lui posant des questions précises qui visent à l'aider finalement à rentrer dans le document et à pouvoir mieux l'appréhender et mieux en tirer les interprétations attendues. D'une façon générale, ces aides de fin d'unité, ce sont des marchepieds pour permettre à l'élève d'acquérir progressivement une forme d'autonomie en lui montrant
les étapes nécessaires, soit à la compréhension, soit à la réalisation d'une production. Voilà. Merci Samuel. Et donc, c'est tous les exercices interactifs sont accessibles sur le manuel numérique et ils sont évidemment corrigés. C'est-à-dire que c'est entre guillemets autoportant. L'élève, on lui pose des questions, mais on lui donne la réponse. Donc, c'est en ça que ça lui permet d'avancer d'un cran dans son travail. Tout à fait. Caroline, tu vas maintenant nous présenter un dernier type d'outils qu'on propose. Je te laisse la parole pour les auto-évaluations, évaluations en fin d'unité. Oui, alors donc ces petits tableaux que vous trouverez, que on pourra appeler ça grille, enfin peu importe, l'objectif était quand même de vous permettre de mettre en place ce que beaucoup d'inspecteurs et inspectrices vous demandent, c'est-à-dire l'évaluation formative en cours d'apprentissage. Et derrière cette formule un peu absconde, hein, on va dire ça comme ça, il y a, mais je fais comment? Et moi, c'est une question qu'on me pose souvent. Donc, il y avait derrière l'idée de vous proposer des outils utilisables qui comportent en fait deux colonnes. Hein, donc, chaque petite grille comporte deux colonnes. La colonne descripteurs généraux, c'est-à-dire que pour une compétence, on va dire plutôt une sous-compétence, puisqu'on est dans la deuxième partie de votre tableau de programme, hein, le tableau que vous trouvez au début du programme de sciences et technologies. Ces descripteurs généraux, il y a l'idée qu'ils restent constants pour une même sous-compétence tout au long de l'année et plus largement même tout au long d'un cycle, idéalement. L'idée, c'est que les élèves se les approprient et pour qu'ils puissent se les approprier, il faut qu'ils comprennent ce qu'ils cachent. Et pour qu'ils comprennent ce qu'ils cachent, en fait, il faut leur donner les attendus. Alors moi, je ne vois pas tout sur mon écran parce que je n'ai pas tout en grand écran, mais vous avez la colonne de droite qui vous présente les attendus contextualisés dans le cadre de l'exemple là qui vous est présenté. On était sur la compétence adopter un comportement éthique et responsable, et puis la sous-compétence de relier les connaissances en sciences à des questions d'environnement. Et vous avez dans la colonne de droite des éléments concrets avec des contenus disciplinaires. Notamment, il est question de ragondins et de l'effet des ragondins sur leur environnement, associé à des savoir-faire, c'est-à-dire qu'est-ce que le professeur, donc en l'occurrence là, nous, hein, qui avons conçu ce manuel, qu'est-ce que l'on attend comme réponse, c'est-à-dire concrètement, dans la situation présente, qu'est-ce que l'on attend. Et donc, il faut ces deux éléments ensemble pour que l'élève soit capable seul. Et l'idée, c'est que le manuel soit autoportant. Donc, l'idée, c'est que l'élève seul, une fois qu'il a compris la correction, une fois qu'il s'est corrigé, il est capable d'arrêter son niveau, c'est-à-dire d'estimer le niveau d'acquisition, le niveau de maîtrise qu'il a de cette sous-compétence. Au fil de l'eau, vous pouvez en travailler plusieurs, vous pouvez accumuler la même compétence plusieurs fois. Et l'idée, c'est que les élèves puissent identifier leurs points forts et leurs points faibles hein, au fur et à mesure concernant les compétences qui sont travaillées. Ils sauront également à terme, et ça se voit dans les classes hein, qu'ils pratiquent, déterminer les compétences où ils se sentent à l'aise et celles où ils ne le sont pas. Et on a même, là où c'est vraiment développé, moi j'ai ça dans certaines classes de mon académie, des élèves qui sont capables de rentrer dans une classe, même des sixièmes, hein, le matin, en sachant vers quelle boîte ils vont aller, parce qu'ils savent que c'est cette compétence-là qu'ils vont devoir travailler par des exercices de remédiation qui ont été préparés par l'enseignant. Et donc là, vous avez également dans le manuel des exercices de remédiation, des aides. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, en fait, à partir du moment où vous avez identifié chez les élèves ces faiblesses. Donc, l'idée, c'est bien que ce soit de l'auto-évaluation qui allège le travail de l'enseignant et qui, en même temps, donne de l'autonomie, évidemment, participe au développement de l'autonomie des élèves. C'était ça l'idée de l'auto-évaluation. Merci Caroline. Alors je vais apporter deux précisions. La première, c'est que dans la mesure où comme tu l'as expliqué, pour que l'auto-évaluation soit faisable, il faut qu'il y ait des éléments de correction. Les documents là, donc tels que comme cette grille qu'on vous présente, qui sont sur le manuel numérique, ils sont accessibles à l'élève sous le contrôle de l'enseignant. C'est-à-dire que c'est l'enseignant qui va décider à quel moment il rend ces documents accessibles, il les donne aux élèves et donc il leur fournit des éléments de correction.
La deuxième précision, c'est que ce que tu viens de nous présenter, là, c'est quelque chose qui a été mis en œuvre dans les chapitres à dominante SVT. On a conservé dans le manuel une diversité d'approches qui est tout simplement le reflet aussi de la diversité des personnalités, des pratiques des enseignants. Et dans les chapitres à dominance techno, ce qu'on va proposer plutôt, c'est, on va dire, une liste de critères de réussite. Et dans les chapitres à dominante physique-chimie, on a un ou plusieurs exercices interactifs qui vont permettre d'approfondir le sujet ou de remobiliser les savoirs qui sont construits dans l'unité. Ce sont les exercices numériques va plus loin dont nous parlait Guillaume tout à l'heure. Alors, quelle heure est-il? 18h18. Une toute petite diapo pour terminer, pour vous dire que il vous a pas échappé qu'on a beaucoup fait allusion à des ressources numériques, des ressources qui sont dans le manuel numérique. En très très bref, comment on accède à ces ressources? Soit par des QR codes, donc en flashant, soit en rentrant des mini liens, c'est ce qu'on a vu à plusieurs reprises dans les diapositives, soit évidemment, si on utilise le manuel numérique, par définition, on a accès à ces ressources numériques. Alors, je présente en très très bref ce que sont les manuels numériques Belin actuellement, et ça c'est aussi finalement une des nouveautés, et non des moindres par rapport au manuel de 2016, c'est que le format du manuel numérique a changé, et c'est ce qu'on appelle les manuels numériques Max. Donc on les a développés au lycée, seconde, première, terminale, et on commence à les développer, à les déployer au collège. En bref, en fait, c'est des manuels granulaires, c'est-à-dire c'est pas un PDF enrichi, même si vous avez à tout moment dans le manuel Max la possibilité d'avoir une vue en double page, donc de revenir au PDF. Mais quand on dit manuel granulaire, c'est-à-dire qu'on a une espèce des sommaires emboîtés un peu en poupée russe qui donne accès aux différents grains. Donc là, premier niveau de sommaire, c'est le sommaire de l'ouvrage. Ensuite, on clique sur un chapitre, on a le sommaire du chapitre. Les grains, c'est les différentes unités, les bilans, les exercices. Et puis, on clique sur une unité et on a le sommaire de l'unité, c'est-à-dire la problématique, les différents documents tels qu'on vous les a présentés. Et donc, vous voyez que c'est une navigation, une ergonomie qui est vraiment 100% numérique, c'est-à-dire que pour avoir accès à la continuité des documents, il faut scroller. Et ça permet également d'avoir un accès très facile et très visible aux ressources numériques. Donc, par exemple, ici, on a un petit exercice interactif corrigé qui est associé avec ce schéma, qui vient expliquer l'origine du réchauffement sous une serre. Il suffit de cliquer et on l'a. L'une des aides que nous avons présenté à l'instant, donc un petit exercice interactif pour comprendre le questionnement, il suffit de cliquer. Besoin d'aide, pose-toi les bonnes questions, l'élève clique et il a accès à l'exercice interactif. Donc c'était juste pour vous présenter cette quatrième finalement nouveauté assez cardinale de notre manuel Sciences et Technologies 2021. Mais Violaine, qui est donc une des grandes spécialistes planétaires du manuel Max, vous en dira plus dans de prochains webinaires. Voilà. Et bien, je vous remercie tous et toutes pour ces interventions. Et je te laisse la parole, Violaine. Je vais rendre l'écran. Merci beaucoup, Stéphane, et merci à tous les 6 pour cette belle présentation et riche présentation. Oui, donc juste pour terminer sur la partie manuel numérique Max, comme c'est vraiment quelque chose qui est tout nouveau pour le collège, il est possible que vous ayez pas mal de questions. Si c'est le cas, si en plus c'est vraiment pour de la découverte, moi de toute façon, je vous donne tous les liens qui vous permettront d'aller voir un petit peu plus à quoi cela ressemble, sachant qu'il y a un chapitre de démo qui est disponible actuellement sur le manuel de Sciences et Technologies 6e. Donc, vous pourrez aller voir tous les contenus qui sont pour le moment disponibles dans ce chapitre-là de démo. Je ne sais pas, Stéphane, c'est le chapitre qu'on a vu du coup Il y a 3 chapitres. Il y a un chapitre plutôt physique, un chapitre plutôt techno, un chapitre pour les étés. Il y en a pour tous les goûts. C'est vrai. Il y a un chapitre de chaque, bien sûr. Et après, on organise beaucoup de webinaires, que ce soit des formations assez générales les lundis en fin d'après-midi. Si vous avez besoin d'avoir un replay sur une des formations, je peux vous l'envoyer. Si vous avez besoin de plus d'informations, de toute façon, n'hésitez pas à revenir vers moi.
pour le manuel numérique Max. Et voilà, je répondrai à toutes vos questions aussi en privé. On reprendra tout ça ensemble si besoin. La conclusion, c'est qu'on a essayé effectivement de faire un manuel qui s'appuyait non seulement sur ce qu'on savait faire auparavant, mais qui a intégré toutes les nouveautés du nouveau programme. Comme vous avez pu le voir, la dimension autonomie autonomie des élèves en particulier est beaucoup plus présente. Les différentes modalités la diversité, on va dire, des compétences travaillées à travers le manuel est aussi plus marquée. Et puis, on a encore renforcé ce qui fait notre marque de fabrique, c'est-à-dire le lien avec le quotidien des élèves, ce qui nous semble particulièrement important chez des élèves de 6e qui découvrent ces enseignements disciplinaires. Donc, l'autre chose, c'est que c'est un manuel effectivement qui est collectif, qui est fait par des profs pour des profs, et donc ce qui, on espère, voilà, qui plaira, qui plaira aux élèves, qui plaira aux enseignants. En effet, merci beaucoup Samuel. Je ne sais pas si Caroline, Guillaume, Laurent, vous aviez quelque chose à rajouter. Merci d'avoir participé. S'il n'y a aucune question, ça veut dire qu'on a été clair, donc c'est très gentil. Donc, ce qu'on vous souhaite, c'est de l'utiliser au maximum et puis de nous faire des retours si vous le trouvez intéressant et s'il rend service dans vos classes avec les élèves. Je pense qu'en ces temps de confinement, le manuel papier reste quelque chose d'important. Même si, même nous, dans nos visites par le passé, il n'y a pas si longtemps, nous n'étions pas aussi convaincus que ça. Mais on voit bien que le travail à la maison, il peut être largement plus accompagné à partir du moment où l'élève il a un support de qualité. Donc, j'ai un peu changé d'avis personnellement, indépendamment de mon investissement dans le manuel. C'est totalement indépendant. Merci Caroline. Bon courage. Merci beaucoup Caroline. Et en effet, je rebondis sur ce que tu viens de nous dire par rapport au retour. Si jamais donc, vous utilisez ce manuel avec vos élèves, on sera ravis de recueillir tous vos retours. De toute façon, donc, vous avez mon mail suite à votre inscription. Vous l'aurez de nouveau suite à mon mail de demain. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question ou retour. On reste bien sûr à disposition. Je partage évidemment ce que viennent de dire Caroline et Samuel. On a essayé de faire un manuel qui facilite la tâche des enseignants et qui permette, j'espère, de mieux construire l'ensemble des apprentissages du programme chez les élèves. J'ai hâte aussi d'avoir le retour des utilisateurs, que ce soit les élèves ou que ce soit leurs professeurs. Laurent, le mot de la fin. Lourde tâche. Oui, juste pour revenir à ce que disait Guillaume, c'est vrai que c'est un manuel qui a été fait par des profs, pour des élèves. Donc voilà, je pense qu'il est riche, il y a plein de choses dedans, des expériences, des ressources. Bref, je pense que c'est une vraie mine d'or. Voilà. Super mot de la fin. Et en tout cas, merci à tous d'avoir pris le temps de venir nous présenter. Et merci pour votre travail et votre investissement sur ce manuel. Et en effet, j'espère vraiment qu'il plaira à tous les enseignants et tous les élèves qui l'utiliseront. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci Bonne soirée. Et au revoir. Merci, au revoir.